We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quaid, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found a fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forests that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians. But really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war
who spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Talon n'a pas d'âge, mais de l'entendre de nouveau. Il y a 10 ans, le témoignage poignant de cette jeune Canadienne de 13 ans à l'ONU émouvait le monde. 10 ans plus tard, c'est une jeune Suédoise de 15 ans qui lui fait écho en exprimant sa colère à l'ouverture de la COP24 à Katowice, Pologne. Dimanche dernier, ce sont plus de 65 000 personnes, vous en étiez peut-être, qui manifestaient dans les rues de Bruxelles en réponse à l'appel Claim the Climate. Parmi les nombreuses prises de conscience citoyennes, je pourrais encore citer l'initiative des 13 000 étudiants français des grandes écoles. Ils ont posé un geste fort en signant un manifeste pour un réveil écologique qui les engage officiellement à ne jamais travailler pour des entreprises polluantes. Chez nous, l'affaire climat est une action citoyenne et collective qui fait appel à la justice pour forcer notre État à respecter ses engagements en matière de politique climatique. Rares sont donc les citoyens qui acceptent désormais de se rendre complices de l'effondrement à venir. Notre haute école, à travers sa cellule Elmo en transition, est également engagée sur la voie du développement durable depuis plus de 10 ans. Pour ne citer que la dernière initiative en date, j'évoquerai rapidement le projet de cantine durable qui va se mettre en place en tout début de second quadrimestre au niveau du Learning Center, ici juste derrière vous. L'objectif est de garantir un approvisionnement en produits issus de l'agriculture locale et si possible bio, grâce à un partenariat avec les ASBL Influence Végétale et la ceinture alimentaire des joints. Les lanceurs d'alerte que sont le GIEC et autres ont bien rempli leur rôle. Le moment est maintenant venu de passer à l'action. You know what you do, not what you say. Ou encore, make your actions reflect your words, disait la jeune fille dans la vidéo. Vous nous avez démontré votre capacité à entreprendre en sollicitant pour certains d'entre vous le statut d'étudiant entrepreneur et pour d'autres en vous engageant dans des projets tels que ceux que nous avons pu découvrir en préambule à cette conférence, au cours de laquelle nous aurons l'immense privilège de bénéficier du témoignage d'un entrepreneur hors norme. Je laisse maintenant le soin à Madame Ernst, votre professeure d'éthique et développement durable, de nous présenter l'orateur du jour. Merci à elle d'avoir pris cette initiative et merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus en nombre, comme c'était prévu.
Alors nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité de renommée internationale qui change le monde, la nature et l'économie. Rien que ça. Alors, Monsieur Pauly, vous êtes un homme avec des qualités remarquables, vraiment. Vous êtes aussi économiste, entrepreneur visionnaire. Vous prenez soin de la planète et vous créez une multitude de projets innovants et durables en vous accompagnant de scientifiques hors pair. Vous avez déjà créé plus de 200 projets à travers le monde avec votre fondation CERI et vous avez déjà créé plus de 2 millions d'emplois. Donc vous êtes vraiment un modèle comme quoi c'est possible. Membre du Club de Rome, vous êtes aussi bien conscient que la croissance infinie telle qu'elle est proposée par le modèle classique ne peut pas perdurer sur une terre qui, elle, est bien finie. Et donc vous proposez un nouveau paradigme économique en créant de la valeur ajoutée locale avec zéro pollution. Et tout ça grâce à votre nouveau concept, l'économie bleue, qui propose de créer une économie en harmonie avec la nature. Pour vous, prendre, c'est perdre. Et donner, c'est recevoir. Votre maître est la nature, là où d'autres maîtrisent la nature. Et donc, vous avez aussi rassemblé tout ça dans votre dernier livre, un de vos derniers livres, pardon, Soyons aussi intelligents que la nature, qui démontre votre intelligence pleine de bon sens, votre bienveillance envers la Terre et tous ses habitants, et votre confiance que tout peut changer maintenant. Je vous propose et je vous demande d'accueillir chaleureusement Günther Pauly. Comment allez-vous? Très bien. Bien mangé? Ouais, j'ai pris 2 soupes. Hein. Alors, les 2 différentes, c'est extraordinaire, les soupes. Vous savez pourquoi je suis là? Alors, c'est tout à fait personnel. Ma mère était liégeoise. Alors voilà, on m'invite de Liège, dans la terre de ma mère. Bon, là, je rentre. Qui est dévisé? À Cours. Alors ma mère est née à Cours. Voilà, je connais le patois, hein, je me rappelle les grands pires, etc. Je suis très loin de la Belgique aujourd'hui. J'ai quitté la Belgique il y a 24 ans. Et je reviens de temps en temps. Et je reviens surtout pour avoir des occasions comme aujourd'hui de pouvoir parler avec vous. Je ne veux pas parler, je ne peux pas donner des conférences, j'espère que vous inspire et que vous je dérange. Parce que selon la grande philosophie de René Char, celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni regard ni patience. Alors, j'espère que j'ai votre patience. Moi, je suis dans mon cœur un entrepreneur. J'ai eu le grand honneur d'avoir des mentors, un mentor, Aurélie Pecei, et plusieurs autres personnes à part après. Et Aurélie Pecei était le président de la FIAT, président de l'Olivetti, mais c'était le fondateur du Club de Rome. Et comme moi, j'étais le président de l'AIESEC. Vous connaissez AIESEC? L'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Donc j'étais le président élu pour la Belgique. J'ai décidé de le faire venir pour parler aux étudiants. Il a répondu, hein, cette époque-là, c'était par poste. Hein. C'était la poste, c'est une lettre, le va-et-vient, ça fait quand même un beau temps. Et moi, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie, que la ligne aérienne Alitalia avait 3 heures de retard. Et moi, j'étais non pas seulement qui invitait, j'étais aussi la personne responsable, chauffeur, pour le ramener à l'aéroport. Alors là, j'ai eu l'occasion de bavarder pendant 3 heures avec Aurélie Pecei. On est devenus très proches, on était très proches. Je l'ai pu accompagner jusqu'à sa mort. Et c'est moi qui m'a dit un jour, Günther, quand tu termines tes études,
ne travaille jamais pour une multinationale. Toi, tu dois venir entrepreneur. Et ma comité de 150 étudiants, le comité de l'association des étudiants en sciences économiques, etc., on était quand même convaincus que la seule manière de changer était de devenir entrepreneur. Je suis désolé de dire que quand les propositions de McKinsey, de Procter & Gamble, de Petrofina, de toutes ces entreprises arrivèrent, 149 de mes amis ont tous décidé de prendre la bagnole, salaire et, au moins, de se prostituer dans la vie. Ah oui! C'est quand même pas possible que les meilleurs sont engagés par les pires. Et ça, je dis non, je ne le fais pas. Si maintenant, je regarde mes amis, crise cardiaque, divorcés 2 fois, quand même le boulot avec les entreprises, toujours en voyage et jamais de plaisir, sauf les 6 semaines de vacances, quand même, qu'ils ont. C'est pas la vie. La vie est de faire et de changer le monde, de contribuer, de faire des choses pour sa communauté. C'est la vie. L'argent suit, c'est pas de problème. À condition que vous avez l'éthique, la motivation, persévérance. Malheureusement, je ne sais pas si on enseigne ça chez vous. Oui, je sais l'éthique. Mais quand même, il est très important. Alors moi, je me suis lancé, jeune Belge, j'ai reçu un prix stage de 6 mois au Japon. Je ne voulais pas du tout aller au Japon. Je voulais aller à Moscou. Ah oui, Moscou, c'était magique, c'était la guerre froide, on n'y arrivait pas, on ne pouvait pas simplement prendre un avion et y aller, on avait besoin de visa, c'était compliqué. Alors j'ai demandé à Olivier Pecei, qui connaissait bien le type, j'ai fait le voyage à Moscou, j'ai dit au gouvernement belge, au stage qu'ils m'ont offert, à l'ambassade, Moscou, vous êtes fou, un célibataire comme toi, tu reviens avec une espionne russe, nous sommes coincés pour le reste de la vie, jamais. Je dis alors voilà, laisse-moi aller quand même à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, un célibataire encore une fois, pourquoi n'allez-vous pas au Japon? Tout le monde veut aller au Japon. C'était l'époque de la grande croissance japonaise et de la force économique. Je suis allé au Japon. Mesdames et messieurs, après 9 mois, j'ai lancé ma première entreprise à Tokyo. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce qu'il fait un jeune Belge? Il importe la bière. J'ai démarré avec l'importation de la bière, mais seulement des bières des abbayes, des monastères. Le Westfleteren, j'importais le Tomorlow, les trappistes, l'Ef, bien entendu. Et alors j'ai lancé les bières, et après quand même 1 année et demie d'activité, j'arrivais à 2 conteneurs par mois. Alors je fais la visite des monastères, des frères, etc. Je leur demandais un peu plus de bière. Ils disent, voilà, nous sommes ici pour prier, hein. Nous ne sommes pas là pour te faire de la bière, pour vendre aux Japonais. Ce n'est pas notre but de la vie. Et tout d'un coup, j'étais obligé de rentrer au Japon pour les expliquer que malheureusement, mes frères ne sont pas prêts de produire plus. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Les prix ont quadrupulé. C'est-à-dire, je fais exactement la même chose, je gagne 4 fois plus. J'ai rien fait. Et tout d'un coup, j'ai compris que comme entrepreneur, ce petit créneau de la bière, belge, des religieux, était quand même la base de toutes mes activités. J'ai lancé par après 11 entreprises. J'étais le premier associé à Apple en Belgique. Apple Computer, vous connaissez cette petite entreprise à l'époque. Et moi, je l'ai fait lancer dans les maisons d'édition. Vous connaissez Roularta. Voilà. Avec Roularta, nous avons créé la société pour la lancer. Mais après, j'ai mis une maison d'édition sur pied pour les livres du World Watch Institute. Qui connaît le World Watch Institute? Il publie un livre chaque année qui est intitulé « L'état de la planète ». Alors moi, je croyais quand même que c'était ma responsabilité, comme jeune entrepreneur, d'introduire un peu les problèmes du monde. Et moi, je le faisais à travers de cette maison d'édition. Après 5 ans, j'étais si frustré en lisant tous ces rapports que je dis, je ne veux plus voir un rapport.
Fini avec les rapports. Maintenant, je me lance dans l'industrie, mais l'industrie vraiment écologique. Alors, j'ai repris une petite entreprise anversoise, Ecovert. Vous connaissez? Mais c'est aussi ma première grande frustration de ma vie. Vous savez, si vous n'avez pas encore passé par une grande frustration, une grande crise dans votre vie, vous n'êtes pas encore préparé pour le futur. Il faut passer quelques fois. Malheureusement, oui, c'est nécessaire. Alors moi, j'ai lancé l'entreprise, j'ai créé la nouvelle usine totalement faite en bois, et moi, je payais déjà, en 91, en 91, je payais déjà un demi-euro pour que les gens viennent en vélo au travail, par kilomètre. Demi-euro par kilomètre. Qui viendrait ici à Locale tous les jours pour un demi-euro par kilomètre? Candidat? Ah ouais. Vous savez, c'est pas difficile, hein? Et je résous des problèmes de parking parce qu'on a dit, mais ça coûte quand même beaucoup. J'avais à peine 120 employés. Et on me disait, mais ça coûte. Mais non, vous savez combien ça coûte d'acheter l'espace pour le parking, pour 120 personnes, avec l'arrière, avec la lumière, avec la sécurité, les caméras. C'est exactement, j'ai fait les calculs, combien ça me coûte, et je suis arrivé à un demi-euro par kilomètre en vélo. Bien entendu, je vous avoue que le fisc belge, 2 années après, m'a condamné pour évasion de l'impôt. Vous savez ça? Si vous regardez, je suis un criminel. Hein. Parce que je n'ai pas payé les impôts. Je ne savais pas qu'il fallait payer les impôts sur une compensation pour le personnel qui vient en bicyclette. Parce que si je le fais en voiture, je le paye une compensation pour... je rembourse les frais de la voiture et c'est hors impôt. C'est pas injuste, c'est pas juste. Pas de problème, je fus condamné. J'ai payé mes amendes, etc., etc. Mais 1 an après, la Belgique est devenue le premier pays du monde avec un détaxe forfait pour venir en bicyclette. Et si je n'aurais pas été condamné, on n'aura jamais fait. Parce que je vous assure, j'ai fait du bruit. J'ai hurlé, j'ai réclamé, j'ai condamné, et bien entendu, tout le monde disait, mais c'est évident, vous venez en bicyclette, vous êtes compensé, et qu'est-ce que vous donne? Eh bien, je dis, on me donne la santé. Quel bénéfice pour une entreprise, la santé de ses travailleurs. C'est comme ça qu'il faut avoir. Et tout d'un coup, j'ai constaté que on peut changer les choses, on peut changer les gens, on peut même influencer les politiques. C'est possible. Et là, j'ai la grande crise de ma vie. C'est que j'étais le plus grand importateur de l'huile de palme en Belgique. Alors, on m'a invité pour observer l'opportunité de développement économique que j'apportais à Kalimantan. Je débarquais de l'avion et je me sentais mal. Il était clair que j'étais le responsable de la destruction du forêt tropicale. J'étais responsable de la destruction de l'habitat de l'environnement. Et moi, en Belgique, on me considérait le gourou de l'économie verte. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pris l'avion. De retour, j'ai fait la visite. Directement allé au siège social mondial de Greenpeace. Vous connaissez Greenpeace? Je frappe à la porte et je leur propose de faire campagne contre mon entreprise. Mais vous êtes le PDG? Ah ouais, moi je suis le PDG, je suis 50% propriétaire de l'entreprise. Comment vous faites? Non, j'ai besoin de votre aide d'arrêter cette folie. Et moi je peux être le meilleur témoin que vous pouvez vous imaginer. Je fais mes confessions. Quand même. Ils n'ont pas voulu le faire. J'ai alors vendu toutes mes activités, toutes mes opérations en Belgique. J'ai vendu tout. J'ai divorcé et je suis allé de retour au Japon. Parce que le Japon m'invita d'être le responsable des préparations think tank scientifique du COP 3. J'étais au COP 1, 2, 3. Plus jamais. Blabla. Beaucoup de blabla.
on écoute ces grands messages de Séverine Suzuki, je la connais. On écoute ces messages, il y a au moins 10 personnes dans cette salle qui sont en train de pleurer, après on ne fait rien. C'est pas juste. Nous avons le plus grand problème de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on parle, on ne fait rien. On promet, on ne fait rien. Et ça, c'est inacceptable. Alors moi, j'ai alors eu cette grande opportunité d'être le responsable d'un think tank pour réflexionner sur quel est le modèle d'affaires, quel est le modèle économique qui nous amène à une situation de zéro émission. Et comment je l'ai construit quand même la première usine zéro émission du monde, les Japonais m'ont invité. J'ai travaillé 3 ans là-dessus. On avait 1200 scientifiques à la fin de mon engagement. Je suis arrivé à Kyoto pour présenter le concept d'émission zéro. Et j'avais 3 personnes dans la salle. 1, moi. 2, dans la salle, Véronique. Ma deuxième frustration de ma vie, la grande. De travailler 3 ans, de focaliser, d'avoir d'extraordinaires arguments, formidablement bien documentés par les scientifiques, avec des centaines d'entrepreneurs et d'entreprises derrière, et la politique dit non. Quand on s'est dit non, on boycottait. C'est là que j'ai décidé de créer ma fondation, que je dirige depuis là, pour faire des projets qui sont hors du commun, et qui quand même sont... Ah ouais, je suis un emmerdeur pour quelques personnes. Je les emmerde. Parce que je ne veux pas du tout les faire plaisir. Je crois que nous sommes obligés de déranger et d'assurer de faire des choses autrement. Et moi, je suis très content d'apprendre que vous êtes déjà dans la nourriture. Il faut démarrer avec la nourriture. Vous savez, j'adore les bouteilles, hein, et j'adore les pommes. Le jus de pomme, extraordinaire. Ça fait ici chez vous, hein. Vous savez qu'une pomme d'une petite ferme, qu'on laisse pousser comme ça, a jusqu'à 40 fois plus de nutriments que la pomme importée de Chine. 40 fois plus! Alors, c'est pas juste qu'on continue à vendre des pommes par kilo. Il faut les vendre par nutriments. Vous êtes intéressé en quoi? Volume ou nutriments? C'est quand même évident. Alors, nous avons maintenant plusieurs projets. Vous connaissez Slow Food, Carlo Petrini. Je suis dans le conseil chez Slow Food. Et vous savez que là, on a commencé à réfléchir, ça n'a pas de sens qu'on continue à comparer la nourriture par kilo. Ça n'a pas de sens. Nutriments, c'est ce qu'il faut avoir. Et le meilleur exemple que j'ai, ce sont les cochons. Vous aimez les cochons? Ils sont intelligents, hein, ils sont quand même des animaux extraordinaires. Alors, il y a une ferme en Allemagne d'un monsieur Karl Ludwig Schweizfurt. C'était le propriétaire d'une entreprise Herta. Vous connaissez la saucisson Herta? C'est lui qui l'a fondée. Et qu'il a vendu parce qu'il ne pouvait plus accepter qu'il devait quand même abattre 25 000 cochons par semaine pour donner vos saucisses. Alors elle a décidé de vendre, Nestlé l'a acheté, et elle a créé la ferme du futur. Cette ferme est une ferme où les cochons habitent à côté des poules. Ce qu'on n'a pas difficile, elles l'ont toujours fait. C'est depuis qu'est arrivée l'Union européenne qu'on peut plus les avoir dans le même bâtiment. Je ne comprends pas. Quand même, si les cochons sont présents, les renards n'entrent pas. C'est quand même très simple. Il faut quand même avoir le sens commun. Et c'est là où nous avons commencé à voir quelle serait l'agriculture du futur. Aujourd'hui, nous avons une ferme de 100 hectares. Nous faisons 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous connaissez une ferme autour de Liège qui fait quand même chiffre d'affaires 5. C'est beaucoup d'argent, hein. Et pourquoi c'est possible? Parce que nous ne sommes pas intéressés d'être les moins chers pour pouvoir vendre à Lidl. Nous sommes là pour avoir la meilleure qualité et d'avoir
une transformation du territoire. Il faut transformer le territoire, parce que si vous habitez dans un écosystème qui n'est pas de santé, comme Séverine quand même l'indiqua, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre. Il faut que ça soit quand même, non pas seulement propre, mais vous donne la qualité de vie. Si vous n'avez pas ça, il n'y a plus de qualité de vie. Mais le système économique aujourd'hui n'est pas prêt à payer, c'est ce qu'on dit. Dans cette économie verte, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bien pour la nature est cher. C'est une économie farfelue. Comment est-il possible? Ce qui est bon marché est aussi ce qui est quand même un danger pour notre santé et qui détruit l'écosystème. C'est pas possible. Celui qui a inventé cette économie, il faut le virer. Je dis toujours, il faut mettre en prison une nuit. Parce que c'est pas possible. C'est pour ça que moi je me suis battu pendant 30 années pour l'économie verte, mais ce que nous avons à la fin de la journée, c'était l'économie pour les riches, parce que ce sont les riches qui peuvent se permettre de manger la qualité. C'est pas possible de continuer comme ça. Alors dans cette ferme, nous avons les poules et les cochons. Que font les poules quand ils voient les cochons? Ils vont manger tous les insectes. Et pour le cochon, les cochons, c'est l'agriculture. Hein. C'est une session d'agriculture. Et alors, ils n'ont plus d'insectes, de parasites. C'est bien pour la santé. Deuxièmement, nous enseignons les cochons d'aller aux toilettes. C'est pas une blague, hein. C'est sérieux. Vous savez que les cochons apprennent en 3 jours, ils ont 1 mois, après 3 jours, ils vont aux toilettes, ils sont propres. Ma mère m'a dit que chez moi, ça m'a pris quand même 6 semaines. Alors, quel extraordinaire! Si vous avez des cochons qui avant de dormir dans la petite maison vont aux toilettes, ça change la vie, hein, pour tout le monde. Parce que ça vous amuse. C'est pour ça que les Flamands, en Flandre, les cochons, alors c'est avec des robots aujourd'hui, hein, soit avec des petits immigrés illégaux. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Les cochons ont le droit de vivre une année. Aujourd'hui, l'industriel flamand, c'est 5 mois. 5 mois. Et après 5 mois, il passe de ça à ça. Qu'est-ce qu'il donne à manger? Les déchets des abattoirs. Mais pas chez nous, hein, ça vient des États-Unis. Hein? Qui veut manger ça? Pas ta nègre, c'est quand même, c'est pas mangeable aujourd'hui. Bonne pub autour, hein, et pas mal colorant, et pas mal pour donner un peu de saveur, on injecte, avant que le pauvre animal est abattu, on va injecter quand même 2 litres d'eau. Vous savez? C'est ça ce que vous mangez, hein? Aujourd'hui, nous avons des cochons qui vivent une année, et quand les cochons vivent une année, naturellement, ils auront plus de bêta-carotène et d'oméga 3 que les saumons. Et les saumons norvégiens d'élevage OGM ont beaucoup d'oméga 3 parce qu'on est en train de vider les mers devant le Pérou de tous ces anchois et de tous les sardines. Alors là, la pub nous dit que, bah oui, c'est de bonne santé, les saumons. Eh bien, nous avons un meilleur contenu de nutriments avec nos cochons que les Norvégiens avec leurs saumons. Et c'est pour ça que nous sommes capables, avec les 34 magasins autour de Munich, de vendre le porc au même prix que le saumon. Vous savez ce que ça veut dire? 3 fois plus. 3 fois plus! Ah, ça devient intéressant d'avoir des cochons, hein? Alors là, on les laisse vivre, hein, quand même une année. Et c'est ça ce qu'on a perdu. Nous nous sommes mis sur cette logique de l'économie d'échelle, d'avoir quand même le supply chain, de faire du outsourcing, de just in time. Et tout d'un coup, on arrive que l'élevage des cochons, on ne peut pas prendre plus que ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas du tout permis que l'animal produise les nutriments. C'est l'économie moderne d'aujourd'hui. Vous êtes prêts de transformer l'économie. J'ai besoin des gens. Hein. Le plus grand manquement que j'ai aujourd'hui, il me manque des entrepreneurs. Des
Les entrepreneurs pour un bien commun, mais les entrepreneurs qui font pas seulement, qui souhaitent réaliser le rêve du unicorne, mais des jeunes qui sont prêts de transformer la société. On n'a pas d'autre choix. Il faut transformer. Et c'est pas seulement dans la nourriture, il faut le faire partout, dans tout. Alors je regarde ici. Il y a 2 routeurs, peut-être un troisième. Ah donc voilà, 3 routeurs. Vous avez des portables chez vous? Ouais. Qui n'a pas de portable? C'est pas vrai. Non? Je n'ai pas de portable. Vous ne pouvez pas vous détendre. C'est un choix. C'est une manière de gérer le stress, parce que quand tout le monde souhaite téléphoner, quand même je ne suis pas prêt de prendre le téléphone, j'ai des messages, et quand je ne réponds pas à un message, pour aller m'écrire un courrier internet, et tout d'un coup, j'ai 3 fois le même message de la même personne. Alors moi j'ai décidé non, parce que j'attends l'internet du futur. Les radio-ondes. Vous savez qu'il y a quand même une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé que vous limitez la densité des radio-ondes à moins de 0,6 volts par mètre carré. Ici, nous sommes au moins sur 25. Vous avez vu la vidéo des filles de 14 ans qui ont semé 4 petites fleurs avec radiofréquence portable sans pas germer. Nous savons scientifiquement que l'impact d'excès de radio-ondes, de fréquences radio, a un impact sur vos cellules. Vous ne renouvelez plus les cellules. Ah, si simple que ça! Mais maintenant, nous avons un autre problème, c'est qu'on souhaite introduire le 5G. Vous avez entendu parler de 5G? Vous savez que pour avoir le 5G dans le pays belge, vous avez besoin de 10 fois plus d'antennes que nous avons aujourd'hui pour le 4G. 10 fois plus! Vous êtes prêts de passer de 25 à 250? Ça ne passe jamais. Ils ne vont jamais pouvoir le faire. Mais il y a un autre problème. Vous connaissez le Internet of Things, le IoT. Hein? L'Internet of Things, nous avons déjà aujourd'hui 8 milliards d'objets qui ont la capacité de communiquer. 8 milliards. On a 8 milliards de personnes qui ont un portable, ou bien 8 milliards de portables, parce que plusieurs personnes ont déjà 2 portables ou 3 portables. Mais nous avons une limite. Quelle est la limite? C'est que pour la communication, nous dépendons des radiofréquences. Les radiofréquences. Combien de différentes radiofréquences pouvez-vous avoir aujourd'hui? 1000. Combien de fréquences lumière vous pouvez avoir avec une LED? Une petite LED de 0,7 volts. 1 milliard. Vous voyez la différence? Nous avons aujourd'hui l'Internet par lumière qui nous permet de télécharger 23 vidéos en une seconde. Le vôtre ne fonctionne pas comme ça. C'est 1 heure. Hein. Le film, non, ce ne sera pas pour ce soir, hein, parce que c'est trop long. Ce sera pour demain. Vous voyez que c'est quand même incroyable que nous avons la technologie, mais comme il y a des industries gérées par Qualcomm, qui fut quand même condamné à 1 milliard d'amende pour collusion dans le contrôle du marché, cette entreprise contrôle, ça c'est probablement de Cisco. Alors il y a 4-5 entreprises américaines qui contrôlent l'infrastructure. Et quel est leur intérêt? Rassurer que tous les données vont dans le iCloud, dans les nuages. Et dans les nuages, tu contrôles tout. Vous savez exactement ce que vous faites. Exactement tout. Alors moi, je crois que l'heure est arrivée de les piéger un peu leur modèle. De créer un peu de problème. Et de commencer là où on n'attendait rien du tout. Alors nous, je ne sais pas, vous êtes en train de récrier, de faire un peu les bâtiments. Peut-être qu'il y a l'opportunité de mettre un peu de Wi-Fi ici. Wi-Fi, c'est pas le Wi-Fi, c'est l'Internet par lumière.
Et l'Internet par lumière, c'est avec des LED, mais des LED de 3e génération. Ce sont des LED qui vont clignoter 1 milliard de fois par seconde. Vous savez ce que ça veut dire? 1 milliard. Et ce qu'on fait, vous vous rappelez le Morse, le code Morse? Ah, oui. Eh bien, on met le code Morse, parce que quand même digitaliser, ça veut dire mettre des 0 et 1. Et on met le code Morse dans la lumière. Alors, au lieu que ça fait on fait code Morse. Et on a une petite puce derrière, on fait le transfert du digital en code Morse. Et en recevant, on retransmet le code Morse en digital. C'est la technologie du futur. Ça veut dire qu'on utilise le passé, il n'y a plus de brevets disponibles. Tous les brevets sont disponibles. Tout le monde a lâché les brevets autour du code Morse. Wow, open source, ça m'intéresse. Et bien entendu, quelle est l'infrastructure la plus répandue dans le monde? C'est exactement la lumière. C'est-à-dire nous avons des ampoules partout, en Belgique, même sur les autoroutes. Et quand on a ces lumières partout, vous avez une possibilité de faire la transmission de données par lumière et avec les fibres optiques derrière. Vous savez ce qu'on fait? Papa américain. Pourquoi? Parce qu'on ne passe plus par le système traditionnel. Et tout le big data est à nous. On devient propriétaire de cette big data. Ça, c'est le transfert de l'économie. Vous savez ce que vous pouvez faire si vous contrôlez votre big data? Tout. Je vous donne un exemple, comme on applique maintenant le big data. Vous connaissez encore Mélita? Bon, vous êtes tous trop jeunes, vous n'avez pas connu Mélita, c'est le filtre pour le café. Ah, vous vous rappelez, vous vieux, hein, le filtre pour le café, hein, on pousse des capsules Nespresso, boum, et on les jette. Alors, nous mettons petit code dans le Mélita, dans le filtre, à la ferme du caféculteur. Et on reçoit les données dans une machine, qui est une machine pour torréfier, mouler et préparer le café. Et tout d'un coup, grâce à ces petites lumières qui ne consomment rien du tout, nous sommes capables de collectionner tout le comportement de l'être humain qui, enfin, peut torréfier son café à la maison. Et des gens aiment bien torréfier la maison parce que ça fait du bien le matin. Et deux, on a quand même la possibilité d'éviter ces mélanges de café. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est un café de la Colombie, mais ce sont 200 variétés combinées. Hein. Et c'est-à-dire qu'imaginez-vous que les Français, on les propose de mélanger un peu de Bordeaux avec Bourgogne. Ah oui, c'est le goût français. Vous imaginez, le goût français, c'est un peu de rouge de Bordeaux, un peu de rouge. Bah, vous pouvez encore rajouter d'autres régions françaises, mais on fait le mélange du café. On fait le même en Italie. Hein. On prend un peu de Barolo et on met un peu de Barbaresco là-dedans. C'est quand même pas possible. Nous avons quand même une sophistication de reconnaître les bons goûts des différents pays et on ne les mélange pas. On fait la même chose avec le café. Maintenant, nous avons la première banque de données. Nous avons fait le dessin d'une petite machine que vous avez à la maison, qui coûte 300 €, qui fait la torréfaction, qui va mouler, qui va préparer le café. Et nous recevons quoi? Votre comportement. Nous savons exactement comment les gens torréfient à la maison. Vous savez qui a cette information dans le monde? Bibi. Nous l'avons. Qui est intéressé? Hein? Mais ni Nespresso, ni Lavazza, ni Illy, ni Segafredo, mais ni Carte d'Or, personne n'a cette information. Ça, c'est Big Data. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, de pouvoir faire un engineering des saveurs avec une torréfaction, avec un test aujourd'hui de Dimitri. Mais quel est vraiment la très grande avantage qu'on offre? C'est que maintenant, nous achetons directement de la ferme le café vert au même prix que le café torréfié. C'est quoi la différence pour le caféculteur? On multiplie encore une fois par 4. C'est comme les cochons.
qu'il faut penser. Fair trade, commerce juste, c'est extraordinaire. Mais on paye 20% plus à la personne qui fait le trading, ça veut dire qu'on arrive en bas, c'est rien. Hein. On ne change pas la vie des gens. Il faut avoir des initiatives qui ne sont pas meilleures. Non, il faut avoir des initiatives qui changent la vie. Et si nous ne changeons pas la vie des gens, vous allez avoir des émeutes partout, tout le temps. C'est pas seulement Paris. Hein. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de cette capacité de développer des modèles d'affaires qui nous permettent de changer le monde. Alors avec la lumière, on peut beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez lu Genèse, Genesis. C'est dans le Bible, l'Ancien Testament. Vous savez encore? Ça existait, hein? Oui. C'est intéressant ce livre. Alors là, on a noté les premiers mots de Dieu. Et quels sont les premiers mots de Dieu qui sont notés dans ce livre? Que la lumière fut. Et nous, ce qu'on fait, on fait la génétique et la chimie. Non, il a dit avant tout la lumière. Et nous, on lit le livre, mais on ne se rappelle même pas. C'est-à-dire la grande différence aujourd'hui, ce qui est la base de la vie, c'est la lumière, pas la génétique, pas l'OGM. C'est pas du tout le futur. Ça n'a rien à voir avec le futur. Ce sont des intérêts de 5-6 entreprises et de 2-3 universités. Surtout Wageningen, aux Pays-Bas. Ce sont des experts en Europe dans la manipulation génétique. Et nous avons pu quand même revisiter cette réalité. Et grâce à la nouvelle génération des LED, nous avons aujourd'hui une technique pour faire pousser les plantes, parce qu'on donne aux plantes ce qu'elles souhaitent. C'est quand même évident. J'aimerais bien avoir quelque chose de vous, il est mieux que je fasse ce que vous souhaitez. Hein. Si je ne fais pas de tout ce que vous souhaitez. Alors la lumière, vous avez étudié un peu de biologie dans votre vie. Vous savez ce qu'est chlorophylle. Ah, très bien. Alors, les plantes ont 2 chlorophylles, A et B. Et les 2 chlorophylles fonctionnent avec 2 fréquences différentes de lumière. Et vous savez exactement, c'est-à-dire nous sommes en train de faire l'ADN de la lumière pour les plantes. Et nous l'avons fait déjà avec les salades. Et si moi je donne aux salades exactement la lumière sur les 2 fréquences différentes que la salade souhaite avoir, j'ai une salade en 2 semaines. Rien de chimique, rien d'OGM. 0. La lumière. Avec une LED. La nouvelle génération de LED qui est jaune, rouge et 5% bleu. Alors tout d'un coup, si moi je suis capable quand même de produire une salade en 2 semaines et pas 6, qu'est-ce que je fais avec mon chiffre d'affaires? Je fais 3. Je multiplie par 3. Il n'y a plus d'OGM qui vous propose. Si vous préférez une salade plutôt croquante, je change avec 2 degrés la fréquence et j'ai une salade croquante. La nature me le donne. Il faut seulement être inspiré par la nature et suivre. Mais malheureusement, tout ce qu'on fait, c'est étudier la génétique. Les genomes. Alors là, on peut faire l'engineering de la vie. Non. L'engineering fut bien fait. Hein. Vous savez que grâce à 2 fréquences différentes de chlorophylle, chaque plante sait exactement où elle est et quel jour elle est. Dire chaque plante a un GPS et un calendrier. Ah, ça, c'est plus intelligent qu'on croyait. Hein. Nous avons besoin des satellites. Hein. Nous, les plantes n'ont pas besoin de ça. Et alors là, nous constatons qu'aux Pays-Bas, où nous avons lancé le projet, nous sommes capables de vraiment planifier la production tout à fait naturelle, seulement avec la lumière. Et s'il y a l'insecte qui passe et qui souhaite bouffer ma salade, je change les fréquences de lumière et l'insecte s'en va. Ah oui, parce qu'il déteste plusieurs fréquences de lumière. Si j'ai un fungus, des champignons qui attaquent mes plantes, je change la lumière, le fungus s'en va. Je n'ai pas besoin des insecticides et des pesticides. C'est la lumière qui le contrôle. Et je crois que ce sont ces innovations-là. Je ne veux pas du tout que vous deviendriez un biologiste expert en plantes et fréquences chlorophylle. Mais ce sont les opportunités de négoce qui sont derrière. Parce qu'avec une proposition de ce type-là, vous concurrencez contre tout le monde.
vous n'êtes pas contre les multinationales, vous allez surtout concurrencer toutes les grosses entreprises en partant de ce que vous avez et en livrant avant tout les produits au marché autour de vous. Vous savez que ce n'est pas difficile. Avec les 200 projets qu'on a montés, nous savons très bien comment percer un marché. Si je décide d'y aller, plus rien à faire. Vous savez comment on m'appelle, non? Je suis le Che Guevara. Je suis Che Guevara. C'est pour ça que je mets costume, cravate, parce que moi, je n'aime pas avoir une balle dans ma tête, hein, quand même. Mais c'est très important, il faut faire le maquis. Le maquis positif. Pas le maquis en tuant, le maquis en sortant. Surprise! J'ai un CAPEX qui est un tiers de vous. Vous connaissez le CAPEX, non? Capital et investir. Le capital et investir que moi j'ai besoin, c'est un tiers de vous. Mon OPEX, la moitié. Frais d'opération, la moitié. Vous savez que ce n'est pas difficile, à une condition, que vous avez multiple cash flow. Le cash flow, vous connaissez bien, non? Alors, multiple cash flow, si moi j'ai, au lieu d'avoir un cash flow, j'ai 4 cash flows, j'ai moins de risques. Si j'ai moins de risques, j'ai meilleur financement. Assez simple que c'est. Alors, si moi j'ai du café, bon, j'achète le café, je fais le procédé du café, mais si avec tous mes déchets de café, je fais pousser les champignons, j'ai déjà 2 cash flows. Les champignons qui ont été poussés sur ce marque café, ce sont quand même des déchets qui sont riches en aminoacides. Si j'ai les deux, j'ai alors de la nourriture pour mes poules. Et mes poules vont manger, là-bas, marque café avec champignons. Et tout d'un coup, j'ai des œufs qui sont meilleurs marché. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai du café, j'ai des champignons, j'ai une poule et j'ai des œufs. 4 cash flows. Et nous croyons quand même que c'est du café. Non, 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 non. C'est l'écosystème qu'il faut faire fonctionner. Parce que tout fonctionne dans la nature. Tout ce qui a survécu les 4 milliards d'années d'évolution fonctionne parfaitement. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les forces de la nature qui nous permettent quand même d'avoir des résultats. Et on passe, et on invente. Vous connaissez mon dernier produit, le produit de café? Il faut faire attention. Quand je dis vous connaissez nos produits, c'est pas Günter Poli qui a tout fait. J'ai 3000 chercheurs, 1000 entrepreneurs, d'extraordinaires équipes dans le monde entier. Donc maintenant, nous avons lancé le café solide. Vous avez chocolat solide, ouais. Et maintenant j'ai café solide. Ça s'appelle un chocolat répia. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Bar chocolat. Alors maintenant j'ai bar café. Je vous l'explique. On prend la cerise du café, on le fait sécher. Quand cette cerise est sèche, on le sépare. On a la cascara et on a de l'autre côté, on a le grain de café. Un, on fait fermenter, l'autre, on va quand même mastiquer. Et alors tout d'un coup, nous avons un produit qu'on mélange avec beurre de cacao. On met encore 4% de sucre là-dedans et 1/10% de sel. On le mélange tout et ça pèse 10 grammes. Les petits bars de café que nous avons de 10 grammes ont autant de caféine que Red Bull. Ah, I'm in business. Ah oui, il y a des gamers ici. Non, 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 c'est pas possible, personne. Ah ouais. Oh, je suis gamer. Non, non, non. Gamers, be happy. Voilà, très bien, merci. Alors, vous êtes quand même en train de le faire. C'est un jeu qui va durer 3-4 heures. On était à 11 h du soir, quand même. Vous avez besoin d'un peu de Red Bull, non? Mais le problème, c'est que vous prenez 2, 3, 4 Red Bull, vous êtes dans votre jeu, il faut aller aux toilettes. C'est quand même pas pratique. Vous êtes en train de gagner. Alors, on ne peut pas aller aux toilettes, alors il faut faire comme ça. Nous vendons le bar café au même prix qu'un Red Bull et nous n'avons pas tous les problèmes secondaires que je viens d'écrire. Nous avons lancé le produit à Riga et à Tallinn parce que c'est le centre des gamers en Europe.
on a pris 15% du marché. Vous savez ce que ça veut dire? Le café, le produit, au même prix que Red Bull, représente, avec les barres de 10 grammes, ça représente 110 000 € par tonne de café. Are we in business? Il va être mon représentant. Ah voilà. Mais 2 barres de café et vous ne dormez plus. Hein. C'est une bombe de caféine. Mais la cascara, comme cette cascara est bourrée d'antioxydants. C'est le plus riche du monde. Au lieu d'avoir toutes les choses qu'ils mettent en Thaïlande, parce que vous savez peut-être, mais Red Bull, la sirop originale est faite en Thaïlande. C'est un produit thaïlandais. Mais ils font quand même 8 milliards de dollars chiffre d'affaires, c'est pas mal, hein? Et nous sommes convaincus qu'avec ce produit, nous pouvons avoir, d'ici 10 ans, 10% du marché mondial de Red Bull. Avec quoi? Eh bien, vous connaissez le prix de la tonne de café. Une tonne de café bio et commerce juste, on paye 800 $. Nous sommes à 110 000 $. Vous comprenez la différence? C'est zéro, hein? On rajoute. C'est-à-dire qu'on veut faire du bien, le client a un meilleur produit, meilleur pour la santé, et les caféculteurs vont finalement pouvoir transformer leur territoire et les communautés. C'est ça ce que je veux faire. C'est-à-dire que le même point, c'est on est très concurrentiel, et de l'autre côté, on est très éco et très durable. Et je crois que c'est la seule manière de réussir à transformer la totalité de notre économie. On génère des plus-values extraordinaires, on répond aux besoins immédiats, on a de l'argent qui circule, et on ne travaille qu'avec ce qui est localement disponible. On ne travaille avec ce qui est disponible. Alors là, vous avez un effet macroéconomique extraordinaire, parce que quand l'argent, vous avez plus de value, et l'argent est disponible localement, on fait circuler l'argent, et ça vous donne l'effet multiplicateur. Pour créer une économie saine, il faut avoir un effet multiplicateur. Avec l'argent qui circule plus vite que l'argent qui passe à l'autre côté de la Terre et qui revient un jour. Ce type d'économie ne développe pas le territoire. Ça peut enrichir 500 ou 1000 personnes dans le monde entier. Mais ce n'est pas au service de l'humanité. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai maintenant vous donné seulement 4 projets. J'ai encore 204. Vous avez jusqu'à quand? Ah oui, alors là, c'est pour quelques semaines. Il faut annuler les vacances. Pas de ski cette année, on va passer avec toute produit. Mais j'aimerais bien quand même soulever qu'il y a d'énormes opportunités. C'est la raison pour laquelle, quand je travaille dans des régions, on fait avant tout l'inventaire des opportunités. L'inventaire des opportunités, on démarre. On fait un calcul, on observe, on s'imagine. Et c'est ça ce qui est le plus important. Nous avons trop de problèmes à résoudre, c'est pour ça qu'on ne résoudrait plus quelque chose. Il faut avoir des visions sur les opportunités qui sont devant nous. Et il faut transformer notre logique cartésienne dans la logique d'un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Vous savez, un enfant de 3 ans, j'ai 6 enfants. J'ai passé par cette procédure plusieurs fois. Un enfant de 3 ans fait aucune distinction entre fantaisie et réalité. Pour un enfant de 3, 4, 5, 6, 7, peut-être encore 8, tout est réalité, même les fantaisies. Eh bien, mesdames et messieurs, la situation actuelle de notre Terre est si mauvaise que nous avons besoin de beaucoup de fantaisie. On entend toujours « Ah oui, mais... » Non, non. Chez nous, jamais prononcé « mais ». Yes, but. Non, no but. Yeah, ah. Non, non, rien marre. Il faut éliminer cette réflexion qu'il y a toujours des excuses qu'on peut se servir pour dire que ce n'est pas possible. Bon, je ne veux pas
Si nous sommes convaincus que c'est possible, parce que si vous le mettez dans votre tête, c'est possible. Si vous dites que c'est pas possible, c'est pas possible. Nous avons régénéré le premier forêt tropicale humide dans une zone où les colonisateurs espagnols ont détruit la totalité de l'écosystème. Et 250 années après, on a régénéré le forêt tropicale humide. Et nous avons dans cette région le plein emploi. On me dit que ce n'est pas possible de régénérer la forêt, et on me dit que le plein emploi, ce n'est pas possible. Alors, excusez-moi, si vous dites que ce n'est pas possible, laisse-moi faire quand même. Ne me dérangez pas. Si vous croyez que ce n'est pas possible, que moi j'y crois, laisse-moi faire. Et un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est que les égos et géo, les égos sont très forts qu'on ne vous laisse plus faire des choses. Parce que notre succès paraît que c'est l'heure qui vont visiter un psychiatre, comment me laisse faire. C'est dans ce contexte-là que nous avons décidé de transformer dans plusieurs pays la manière d'approcher l'innovation. Chaque fois qu'on crée une innovation, il y a quelqu'un contre parce que ça dérange le cash flow ou le planning pour les prochaines années. Et comme l'usine n'est pas encore amortisée, ils vont continuer avec ce qu'ils font, même si ça dérange tout le monde, notre santé et la nature, ils vont continuer jusqu'à ce que ça fût quand même complètement amortisé. Et c'est dans cette raison-là que nous nous sommes mis sur des projets qui sont transformateurs, mais au même moment qui permettent que les anciens, c'est un peu comme la prévention. Nous allons préventionner l'industrie pétrochimique. Il faut les aider, hein. Ah oui, les pauvres, ils ont détruit tout, ils gagnent plus d'argent, alors bien entendu qu'ils s'y raccrochent. Vous connaissez mon projet de château? Qui connaît notre projet de château? Alors voilà, un de ces jours, vous le saurez. Hein. Vous connaissez le chardon. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le chardon? Nous faisons des plastiques, mais je vous explique brièvement. Si vous avez une fleur, comme le pichot ou le chardon, les fleurs ont des huiles. Les huiles avec pression et température, vous transformez en acide. Vous me suivez? Si vous avez le chardon, vous avez de cellulose quand même là-dedans. Cellulose, c'est du sucre. Sucre, on fermente en alcool. Alcool plus acide équivaut plastique. C'est pas plus difficile. Hein? Malheureusement, les ingénieurs chimiques ont produit des plastiques, ont fait le dessin des molécules plastiques qui se dégradent seulement dans la terre. On les appelle bioplastiques. Ils ont oublié que si vous utilisez des bactéries qui sont présentes dans notre terre, vous le jetez dans l'eau de mer, le sel qui est omniprésent dans l'eau de mer conserve les plastiques. Alors, je suis désolé, hein. C'est quand même pas possible. Comment est-il possible qu'on ne s'est pas rendu compte, après 100 années, qu'on a fait le dessin des molécules qui ne dégradent jamais et jamais dans l'eau de mer? Jamais. Même les bioplastiques ne dégradent jamais dans l'eau de mer. La seule chose qu'il faut faire, c'est changer la géométrie des molécules. Si moi je le sais, je suis un économiste, je ne suis pas grand-chose. Hein. Les économistes, voilà, ils ne sont pas les plus intelligents. Mais quand même, si je constate avec le sens commun, quand ils sont en train de faire le dessin des molécules, plus de 100 000 molécules plastiques existent, et toutes ces molécules plastiques ne dégradent, ni une se dégrade pour l'eau de mer. Alors quand même, quelle opportunité. Alors nous sommes aujourd'hui le plus grand producteur des bioplastiques en Europe. Nous sommes en Italie. On utilise des anciennes installations pétrochimiques et on utilise le charbon et les déchets de pétrole. Et avec ça, on donne la vie à une ancienne installation plastique. Les bêtes que vous avez presque tous, il faut quand même les jeter. Hein. Alors pourquoi vous ne prenez pas des bouteilles en verre? Vous me donnez une bouteille, s'il vous plaît. En prenant de l'eau d'une bonne source, comme Sparren, là, mon cas, je sais, et ça, c'est de l'aise.
fait par Coca-Cola, certainement. Si vous avez une telle bouteille, vous prenez la totalité de l'eau, vous aurez ingéré entre 3000 et 10 000 microparticules de plastique. Vous êtes en train de mumifier votre corps. Si j'ouvre votre corps, il y a deux endroits où je trouve au moins 15 à 20 millions de microparticules de plastique, grâce au fait que vous aimez bien boire de l'eau. Même les viandes, hein. Pas d'excuses, hein. La viande, même chose. Vous comprenez ça? Est-ce que vous en avez informé? Ah non, 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 vous vous avez informé seulement des problèmes de microplastique pour les pauvres poissons. Non, 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 parlons pas de poissons, parlons de nous. Quand même. Parlons de nous. Il faut quand même changer la logique. Et moi, je constate, j'ai un conseil à vous. Si un jour je revienne, il n'y a plus aucune bouteille plastique dans ces institutions. S'il vous plaît. Vous vous engagez? Vous êtes prêts? Vous n'engagez pas? Alors je m'en vais, hein. Au revoir, ciao. C'est vraiment pas possible. Vous savez que vous avez une mumification de votre corps. Vous pouvez voir les vidéos sur Internet. They don't go viral. Ces films ne sont pas virales. C'est incroyable, ce sont ceux que... C'est notre santé, hein. C'est notre santé. On a une, hein. Pas deux, hein. Ou vous croyez James Bond. Mais aujourd'hui, nous avons les microplastiques, les plastiques qui sont faits avec le chardon. C'est un chardon qui est dégradable parfaitement. En plus, on le mange. Nous avons 6 produits différents de chardon. On a 850 employés maintenant. Et on a quand même mobilisé presque 1 milliard d'euros pour cette projet. Le capital suit. C'est ce qui est responsable. Ça, c'est nouveau pour moi. Le capital est prêt de suivre. Parce qu'il y a une nouvelle génération de capitalistes qui souhaitent laisser un héritage. C'est ça ce qui est important. Ce sont des gens qui ne veulent pas du tout payer 500 millions d'euros pour avoir leur nom sur un bâtiment de Harvard University. C'est pas un héritage. Et aujourd'hui, il y a des gens qui souhaitent co-investir dans des projets qui transforment l'économie. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes qui ont des projets, qui font. Pas des jeunes qui savent écrire des plans d'affaires. Chez nous, il est interdit d'utiliser Excel et d'écrire des plans d'affaires. Je suis désolé. C'est interdit. Non, non. Vous avez le droit d'écrire les plans d'affaires quand vous avez la première facture payée. Et je déteste ce qu'on appelle en anglais burn rate. Vous connaissez ce mot? Vous gaspillez de l'argent avant de gagner de l'argent. Chez nous, on fait comme la nature. Ça veut dire quoi? Alors les champignons poussent en 2 semaines. Hein? Pourquoi attendre pour le soja? Ça prend 8 mois. Pourquoi je vais attendre 8 mois pour avoir un OGM de soja si moi je peux avoir des champignons qui poussent demain sur les déchets que j'ai autour de moi? Même la coupure de la pelouse, je peux l'utiliser. Alors vous savez, c'est cash flow, hein? Cash flow en 2 semaines, c'est différent que cash flow en 8 mois. Et c'est là que nous avons installé dans le système des collaborations, des clusters d'activités, où tout le monde est en train de gérer un meilleur cash flow, multiples cash flow, qui nous permettent d'avancer immédiatement. Et quand, à la fin, le plus grand événement d'entrepreneur se réalise, ça veut dire quand la première facture fut payée, alors là, vous savez, et vous avez une facture payée. Vous êtes réaliste. Et ne jouez pas avec Excel. Hein. Où les résultats, ce sont les résultats qui vous paraissent comme de bons résultats. Non, 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 non. On le fait car on sait. C'est pour ça qu'il faut mouiller les mains, il faut foncer et faire. Et avoir, bien entendu, de bonnes et de mauvaises expériences. Les deux. Pour terminer, moi je suis convaincu que la majorité de vous, vous êtes déjà trop vieux pour changer. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes déjà trop cartésien, vous avez appris trop de vos professeurs, et ah là là, c'est le passé. Hein. Oui, il faut même apprendre le futur, pas le passé.
Si moi je n'enseigne à mes enfants que je sais, alors dans ce cas-là, les enfants ne font jamais mieux que moi. Nous avons besoin d'un système d'inspiration, d'enseignement qui vous donne d'extraordinaires visions, où au début, vous ne dites pas c'est vérité, c'est réalité. Non, nous avons besoin des fantasies qui se transforment en visions, des visions avec des sciences qui se transforment en projets, des projets qui se réalisent. C'est ce qu'on a besoin. Mais la naissance des projets, c'est vraiment la fantaisie et la sûreté. Je suis convaincu. Ça, c'est le Steve Jobs. Le Steve Jobs a créé des choses qui n'existaient pas et tout le monde le voulait avoir immédiatement. Ça, c'est vision. Et bien entendu, vous savez, il était calligraphe. C'était un homme qui était très inspiré par le Japon et par la méditation. Il faut créer un espace vide de temps en temps, où votre tête est libre. Vous n'êtes pas préoccupé avec les mille idées qui bombardent votre tête. Vous créez des moments de liberté pensée, afin que vous penseriez et vous verrez avec une clarté beaucoup plus avancée. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'écris des fables. J'écris des fables. Vous lisez encore des fables? Non, mais vous devriez lire des fables pour vos petits frères et petites sœurs. Moi, je conseille toujours que quand vous êtes prêt de lire une fable tous les jours de 3 minutes pour un enfant, vous changez le monde. Parce que je peux vous demander, vous connaissez la loi de gravité? Vous vous rappelez? La loi de gravité? Ouais, la pomme? Eh bien, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment est montée la pomme. Quels sont les 7 points de la physique qui permettent à la pomme de quand même surmonter la loi de gravité? Et je suis certain, même avec 300 personnes dans la salle, même dans 2 jours, vous n'avez pas la réponse. Parce que c'est pas sur Google. C'est pas sur Wikipédia. Coucou. Vous savez, c'est ça ce qui est important. Il faut quand même faire penser les gens de nouveau. Parce qu'on pense à quelque chose. Ah! Non, instant gratification, la gratification instante des connaissances est là pour vous, quand même, vous faire perdre votre intelligence, votre créativité. Vous pensez, vous cherchez, vous trouvez. C'est pour ça que j'ai déjà écrit 282 fables, et chaque fois, il y a un thème là-dedans, et vous ne trouvez pas la réponse sur Google. Vous savez qui est mon meilleur client? Le gouvernement chinois. J'ai déjà 180 fables publiées en Chine, en chinois bien entendu, qui sont distribuées dans 735 000 écoles. Je fais un peu plus que Hergé, je suis fier d'être belge. Vous savez que c'est beaucoup, hein, 735 000 écoles. Et j'ai un accord avec les Chinois de faire encore 365 en total. Date limite 2021. En 2021, j'aurai 365 fables de toutes les écoles chinoises, qui sont la base de l'enseignement de 3 à 15 ans. Je n'ai pas fait de proposition. Ce sont des résultats qui sont mieux de mes rêves. C'est-à-dire que c'est quand même fantastique de la vie, hein, qu'on a des rêves et on est capable de faire nettement meilleur. La Chine, mesdames et messieurs, est un pays qui est en train de totalement transformer son éducation. Et ce qu'ils ont dit, c'est que les fables les aiment, parce que les fables sont positives. On ne donne pas la critique. Oui, il y a de critique là-dedans, mais on donne une critique, il y a toujours des solutions à faire. Mesdames et messieurs, le plus important, c'est qu'on n'est pas contre. C'est pas pour et contre. C'est pas nord-sud, c'est pas blanc-noir. À la fin de la journée, ce que nous avons besoin sont des jeunes entrepreneurs pour le bien commun, avec une attitude positive, qu'on sait qu'on va le faire, et nous savons très bien qu'on va faire beaucoup mieux que même nos parents sont imaginés. Merci.
peut-être il y a des questions. Osez poser des questions. Quand il est ici présent à Liège, il ne viendra pas souvent à Liège. Donc, allez-y. Donc, moi j'ai une question sur la régénération de la terre. Chaque année, le jour du bâtiment avec les différents publics, cette année, je pense que c'est le 3 juillet début août, où vous dites que vous allez produire des salades en 2 semaines au lieu de 6 semaines. Donc, qu'en est-il de la régénération de la terre? Alors, la question est parfaite, parce que si on ne régénère pas au même moment la terre, vous n'avez plus de salade en 20 ans, parce qu'il n'y a plus de nutriments. Nous avons plusieurs initiatives sur la régénération de la fertilité de la terre. Et aujourd'hui, on le fait avec des engrais. Des engrais qui sont synthétiques. On utilise du pétrole pour faire phosphate. Mais nous croyons qu'il y a bien entendu des systèmes beaucoup plus efficaces. Et les systèmes, c'est la régénération des nutriments. Le problème, c'est que nous avons, c'est que les nutriments sont quand même jetés dans des centres pleins. Et là où il y a la terre, il faut quand même remettre les nutriments. Alors il y a 2 solutions simples. La première, c'est que vous faites l'agriculture au centre-ville. Oui. Avec nos LED, etc., on peut le faire en centre-ville, on peut le faire sur les toits. Nous avons fait le calcul aux États-Unis. Si on utilise tous les toits des centres commerciaux aux États-Unis, nous sommes capables de produire la moitié de toute la nourriture dont on a besoin aux États-Unis. Horticulture, comme fruits, etc. Et en horticulture, on ne va pas mettre des vaches là-dessus. Mais en horticulture, 50% des États-Unis sur les toits des supermarchés. Quand même, c'est un espace extraordinaire parce que ça libérerait quand même tout notre espace qui aujourd'hui est utilisé pour l'agriculture qui n'est pas du tout durable. Deuxième, c'est que de plus en plus, les centres d'épuration d'eau ont des déchets. Nos déchetteries sont bourrées de déchets. Mais si vous combinez les déchets de l'épuration d'eau avec les déchets biologiques, pas bio-certifiés bio, mais biologiques, vous pouvez créer un extraordinaire produit qui vous devriez remettre sur les terres. La meilleure solution, bien entendu, c'est qu'on change complètement l'agriculture. C'est un peu plus dur. Mais l'agriculture, je l'appelle l'agriculture en 3D, en 3 dimensions. C'est assez intéressant qu'aujourd'hui on travaille avec 2 dimensions, par hectare, par mètre carré, par kilomètre carré. Mais non, dans la nature, on ne fait rien en 2D, tout est en 3D. Alors bien entendu, si vous rajoutez encore une dimension, la productivité est beaucoup plus élevée. Mais là, nous avons seulement chez nous aujourd'hui pour produire de la nourriture, 30% de notre globe est la Terre. 70% ce sont les océans. Alors dans les océans, tout fonctionne en 3D, tout le temps. Et si moi j'ai par exemple des algues des mers qui poussent sur 25 mètres d'auteur, je produis facilement 1000 tonnes par hectare. Alors 1000 tonnes par hectare, on déplace immédiatement toute l'agriculture. Là, il faut changer un peu notre habitude. Parce que manger des algues des mers n'est pas exactement. Mais vous mangez combien de sushi, non? Sushi. Quand même, c'est des algues. Alors on commence à consommer de plus en plus. Et je crois que c'est là où il faut voir des différentes transformations qui nous permettent que les nutriments circulent. Aujourd'hui, on les détruit. Chaque fois qu'on met un incinérateur pour les déchets, on est en train de détruire la vie. Destruction de vie, parce que ce qui devrait rentrer dans nos terres est brûlé avec des métaux lourds. D'accord? Encore. Vous travaillez sur des enjeux écologiques.
Alors, comment choisissons-nous les projets? Bonne question. Nous choisissons des projets parce que nous sommes convaincus, quand on réalise ce projet, qu'on transforme le territoire. Que tout le monde va bénéficier. Et si on ne voit pas ça, on ne fait pas. Deuxièmement, moi je ne fais que des projets qui n'ont jamais été faits dans l'histoire. C'est un choix. Quand on me dit c'est impossible, je dis que je m'intéresse. Je ne fais que des projets impossibles. Et alors là, je vous assure, on mobilise autour des projets des équipes qui sont impossibles de battre. Parce que tout le monde est là. Nous faisons ce projet de papier-pierre. Vous connaissez leur papier-pierre? Ce sont des papiers faits avec les déchets des mines. Et on triture sur 3 microns les déchets des mines. On les mélange avec 20% de polymère et on fait un papier par extrusion. Eh bien, quand vous avez l'opportunité d'éliminer la consommation d'eau à 100%, vous avez l'opportunité de produire du papier qui va quand même mettre l'écosystème autour du mine en ordre. Et quand vous avez l'opportunité d'éviter qu'on continue à couper des milliards d'arbres pour avoir un papier, pour nous, c'est le moment d'y aller. Bien entendu, on dit c'est pas possible. Ça nous a pris 17 années pour développer des machines. 17 ans. On le fait parce que tout le monde savait très bien, si on réussira un jour dans ce projet, on va transformer quand même la gestion des forêts du monde entier. Nous pouvons libérer des millions de kilomètres carrés qui aujourd'hui sont pour des arbres OGM et on les libère pour refaire la nature. Ah, ça m'intéresse. Alors ce message, et on ne lâche plus. Hein. On continue. Jusqu'au moment où nous l'avons. Et c'est là ce qu'on a besoin. On a besoin de personnes qui ne lâchent plus, qui se mettent là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, comme le but est la transformation, j'ai le grand avantage que ma fondation est très indépendante, grâce aux droits d'auteur que j'ai avec mes livres. Il n'y a personne qui peut piquer mon fric. Il n'y a personne qui peut bloquer mes comptes bancaires. Pourquoi? Parce que je les ai en Chine. C'est simple, hein? Je connais nos amis américains et les autres. Alors il faut qu'on ait son indépendance absolue afin qu'on mette là l'argent et l'énergie de réaliser la transformation. Et ça ne se fait pas avec les subsides de la Commission européenne. Nous n'acceptons pas d'argent de l'Union européenne. Zéro. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de sources financières qui achètent, contrôlent. Nous souhaitons être anarchistes. Je suis anarchiste, ça c'est moi, non? Ah oui, il faut être anarchiste aujourd'hui. Il ne peut pas dépendre des gens qui vous donnent de l'argent et qui vous achètent. Alors, vous devez mettre dans votre tête, je ne fais que des choses qui n'ont jamais été faites. Dans la région liégeoise, par exemple. Il ne faut pas le faire à cette arrogance qui est la mienne, de dire le monde entier. Oui, monsieur. Pourquoi économie bleue et pas économie verte, tout simplement? Ah bon, l'économie verte, c'est là où tout ce qui est bon pour vous est cher. L'économie bleue, c'est une économie qui est inspirée par bleu du ciel et bleu de l'océan, qui vous permettent quand même de faire beaucoup plus de ce que vous avez déjà disponible. Et c'est une économie où ce qui est bon pour vous et bon pour la nature est meilleur marché. C'est la grande différence. Meilleur marché. Et bleu, c'est l'espoir. C'est l'infini. Verte, c'est une mélange de couleurs. Encore une question.
pas dépendre de personne. Et alors, moi, tout ce qui entre sorte. Je crois dans l'argent qui flue, dans la fluidité de l'argent. L'accumulation de l'argent, c'est comme l'eau estampée. Ça devient, c'est pourri. Et une eau qui ne circule pas est une eau qu'on ne peut plus boire. L'argent qui reste dans des comptes bancaires sont de cet argent qui vaut rien. Ça va chercher, ça va essayer de gagner de l'argent avec l'argent. Ça, c'est incroyable, hein? Gagner de l'argent avec l'argent. Non, 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 il faut faire des choses. Alors, comment faire? J'ai démarré comme vous, avec rien du tout. Mon père a quitté la famille, j'ai pris soin de ma mère, j'ai dû travailler lors de mes études, et pour moi, c'était très important d'avoir cette indépendance par nécessité. Si vous avez des problèmes de ce type dans votre vie, vous êtes quand même... c'est bien. Il faut passer par cette période. Comment faire? Alors, je cherche toujours des projets au début qui ont déjà l'argent avec le projet. Nous avons déjà répété plus de 5000 fois le projet de marque café. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les cafés, en marque café, ne savent pas quoi faire avec. Ceux qui, si vous avez votre énergie, votre temps, peut-être un vélo, et vous ramassez le marque café, et en 2 semaines, vous faites pousser des champignons. Et les champignons poussent sur marque café, des restaurants qui vont vous acheter les champignons parce que vous êtes venu pour reprendre le marque café. Voilà. Vous avez besoin de combien de capital? J'ai quand même une petite... J'ai le même café, et dans ce même café-restaurant, ils vous offrent jus d'orange frais. Ils ont quand même la peau des cascaras. Hein, c'est la peau, oui. La peau des oranges, des épluchures d'orange. Eh bien, je reprends le café, je reprends les épluchures, et moi, je vais faire quoi? En 3 semaines, je fais vinaigre d'orange. Et je vous les reconditionne, je vous vends comme produit de nettoyage pour les toilettes. Ça vous a coûté combien pour démarrer? Votre temps. Vous avez dû chercher un endroit, mais avec des bouteilles plastiques, on ne sait pas le faire, mais avec des bouteilles en verre, moi je peux faire le vinaigre. 1 litre d'eau, 1 kilo d'épaissure, 7 cuillères de sucre fermé, et on a le vinaigre. On n'appelle pas ça vinaigre parce que sinon on n'achète pas, on appelle ça produit de nettoyage de toilettes bio, naturel. Et bien entendu, quels sont les frais que vous avez eus? La bouteille, on vous les donne gratuitement, hein, les user. L'emballage est gratuit, le temps, bon, voilà, passe. Celui qui, quand même, a un restaurant, je crois que les gens vont aux toilettes. Voilà, ils ont besoin des produits, vous avez déjà vendu. Vous comprenez comment on démarre? C'est quand même pas compliqué, hein? Je peux le faire beaucoup plus compliqué si vous voulez. Mais c'est pour la 3e, 4e entreprise que vous allez fonder. C'est pas pour la première. C'est comme ça que ça démarre. Ça va vite. Parce que les champignons poussent en 2 semaines, et le vinaigre, c'est 3-4 semaines. Et si vous avez des épaissures, des oranges bio, vous avez le double de la productivité. Et si vous avez du café bio, vous avez le triple de productivité. Ah, le bio, c'est beaucoup plus productif. Ah oui, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous avez par mètre carré ou par hectare moins de fruits à récolter. Non, 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 non. C'est ce que vous pouvez vendre à nos consommateurs. C'est ça ce qui est important. Alors je ne comprends pas cette obsession de l'efficacité, de l'économie d'échelle pour toujours avoir plus et plus. Et vous arrivez à avoir quand même cette obsession de produire plus d'oranges. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous faites? Je ne disais pas. Alors là, tout d'un coup, vous êtes en combien de négoces? Le café, les oranges, le jus, vous êtes dans le recyclage des bouteilles, vous êtes dans les produits de nettoyage, vous êtes... C'est pas mal, hein? Après 1 an, c'est une patrimoine extraordinaire. Vous savez que j'ai un cours
que j'ai donné plusieurs reprises, qui s'appelle « Comment créer son entreprise sans argent et sans expérience ». Et aujourd'hui, je suis convaincu, si vous n'avez pas d'expérience et pas d'argent, vous êtes un extraordinaire entrepreneur. Et c'est comme ça que presque tout le monde a démarré. Mais n'oublions pas la règle que j'ai suggérée. Vous ne faites que votre plan d'affaires quand vous avez votre première facture payée. Voilà. Et une fois que vous avez le goût de le faire, ça devient presque pathologique. Hein? Ah oui, c'est le plaisir. Hein? C'est extraordinaire. Vous avez votre indépendance. Je ne vais pas vous dire que c'est très facile. Et ça, non, non, non. Persévérance, quand même, travail dur. Mais bon, ce que vous avez votre temps, vous investissez votre temps, vous changez le monde. On m'entend là? Oui. Pour moi, tout ce que vous dites, c'est très inspirant. Et pour moi, une des choses primordiales, c'est que tout le monde devrait être au courant de ça. Et je trouve, sincèrement, qu'en tout cas chez nous, au niveau de l'éducation, je parle même pas d'éducation des parents, mais d'éducation des écoles, c'est pas du tout assez dit, tout ça. Et vous voyagez énormément, etc. Et lors de vos voyages, je suppose qu'il y a certainement des pays, ou en tout cas des écoles, qui arrivent déjà dès l'école à changer les mentalités. Ou est-ce que vous pensez, en tout cas, que chez nous, le système va changer aussi pour dès le début changer les mentalités? 90% des écoles, il faut les fermer. Ah oui! Vous connaissez pas Pink Floyd? I don't need no education, I don't need no mind control. Hein? Vous vous rappelez? Roger Waters. Alors il faut quand même reconnaître que le système que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout adapté aux défis que nous avons dans notre terre. Alors je suis content que le directeur a déjà annoncé qu'il y a ce programme d'entrepreneurs et d'étudiants, ça c'est bien. Combien de chez vous sont inscrits dans ce programme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pourquoi pas tout le monde? Entrepreneur, c'est le futur. C'est pas le marxisme, on dit travailleurs, rayonnons-nous. Non, non, entrepreneurs, rayonnons-nous. On fait la concurrence contre la grosse boîte. On va gagner. Le nouveau prolétariat, l'entrepreneur. C'est quand même fascinant. C'est le moment de le faire. C'est la révolution par l'action, pas par les mots ni des déclarations. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à condition que vous croyez que vous pouvez le faire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Si vous y croyez, c'est possible. Si vous ne croyez pas, c'est pas possible. Alors moi j'ai le problème que j'ai, alors, vous savez, 6 enfants, et bien entendu, les 6 enfants ont une mère, et bien entendu, maman Paul, elle souhaite que les enfants font quand même une bonne école, etc. Alors, dans la vie privée, de temps en temps, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je cherche toujours des écoles pour mes enfants, où je peux les prendre pendant 2 semaines, ils voyagent avec moi. 6 enfants, 2 semaines, c'est-à-dire un tiers de mon temps, je voyage avec mes enfants. Pas tous, hein, 6. Alors là, on est la belle-mère. Hein. Mais c'est un peu ce défi-là. Nous avons une école, et la seule chose que je demande, c'est que l'école est flexible. Et jusqu'à présent, on a fonctionné. Sinon, je change d'école. Comme je n'habite pas la Belgique, on ne me met pas en prison, parce qu'un père qui ne met pas ses enfants dans l'école, bah, c'est dur, hein. Peu plus. C'est pour ça que je suis dans des pays où on me permet de le faire. Mais l'expérience, je crois que l'expérience, fils, fille, papa, en voyage, est la meilleure école. La meilleure. Je viens de passer 2 semaines 10 jours avec mon fils de 9 ans à Madagascar pour
je suis en train de monter quelques projets au Madagascar. Il n'y a pas de malgaches dans la salle? Ah voilà. Hey, bonjour. Alors, on fait un projet à Madagascar avec le café sans café. Et nous avons un produit, nous avons un projet de quand même régénérer 100 000 hectares de forêt tropicale au Madagascar, grâce au financement que nous avons pour le café sans café. Et je me suis dit, c'est le moment que mon fils de 9 apprenne comment faire ça. Vous savez que vous traitez un fils de 9 comme un adulte, il est adulte. Le problème, c'est qu'on traite les enfants comme des filles. Moi, je les traite comme des adultes. Et j'ai une autre règle dans ma vie. Mes enfants apprennent à danser avant qu'ils ne marchent. La danse est le plus important. Dans la vie, c'est la danse. Si vous n'avez pas des enfants qui dansent, ils auront toujours des blocages émotionnels. Danser, c'est extraordinaire. J'étais DJ, hein, on n'a pas dit à l'introduction, j'étais le meilleur DJ d'Anvers, hein, quand même. La danse avec les enfants. Heureusement mon épouse est colombienne, alors salsa avec la nourriture tous les jours. Pas de problème. Encore une question. Encore une dizaine de minutes, alors voilà, monsieur. Oui, je me demandais comment vous incluez, ou si vous l'incluez, la question de la justice économique et sociale dans l'économie bleue. Et du coup, la question est, si oui, comment vos projets contribuent-ils, par exemple, à réduire les inégalités socio-économiques? Vous pourriez nous décrire cet aspect peut-être de vos projets? Très bonne question. Pour moi, c'est si évident que je n'en parle presque pas. C'est-à-dire, dans toutes les régions où nous travaillons, nous avons un but social clair, c'est le plein emploi. Et nous avons 4 de nos projets où nous avons le plein emploi de la région. Les régions où il y avait 30% de chômage, aujourd'hui, c'est le plein emploi. 2. Les managers de nos projets, quand il y a des immigrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent, c'est notre responsabilité de trouver un emploi. Notre. Il faut être créatif. Il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il faut faire ici. Ah, il faut faire une tente. Il faut faire... Non. Travail. Boulot. Les gens ont le désir. Les gens qui sont des réfugiés sont les plus dynamiques, les plus résilients que vous avez dans la société. Ce sont des gens dont nous avons besoin partout dans le monde. En Colombie, le projet que j'ai mentionné s'appelle Las Gaviotas. Le projet en Colombie, c'est 80% des réfugiés. 80%. Qui se sont fuis de la guerre des drogues. Et nous acceptent. On ne s'accepte pas, on est dit bienvenus. C'est-à-dire que nous avons besoin des gens qui souhaitent survivre, qui laissent tout derrière eux pour commencer une nouvelle vie. Pour moi, c'est le plus important. Deuxième, c'est la santé. Je n'ai pas voulu vous le mentionner, parce que vous dites qu'il est fou quand même. Mais alors maintenant, vous savez que je suis un fou, c'est pour ça que bon, là, vous pouvez se répéter. Nous avons comme objectif, dans tous les pays aujourd'hui, dans tous les projets, quand on a des communautés autour de nous, qu'on élimine l'obésité et le diabétique. Qu'est-ce qu'on fait? Simple. Tout le monde doit bouger et tout le monde doit boire 3 litres d'eau. Et si vous faites tout le monde bouger au moins 20 km par jour en vélo ou en marchant, et vous, tout le monde, à 3 litres d'eau potable, pas dans des bouteilles plastiques, et bien dans ce cas-là, vous éliminez. Et nous avons fait la première fois dans la vie de l'Organisation mondiale de la santé, la preuve. On a une communauté de 12 000 personnes, c'est là où on a fait la régénération, on a construit un hôpital, nous avons dû fermer l'hôpital pour manque de patients. Ça, c'est le développement vraiment durable. Alors là, il faut, quand même, quand on avance, on peut avoir des hôpitaux, on peut fermer l'hôpital. Non, on a transformé l'hôpital dans un centre de nourriture et de nutriments.
Et on prépare l'eau potable, et on prépare là toute la biodiversité qui nous donne une forêt comme nutriment de haute qualité pour la population locale et bon marché. C'est comme ça qu'on travaille. On ne peut pas faire autrement. Et on ne le fait pas seulement pour les êtres humains, on le fait aussi pour les poissons. Vous connaissez mon projet El Hierro. El Hierro en Espagne. Une île, au début de notre projet, de plus ou moins 6 000 habitants, aujourd'hui de 10 500 habitants, où les pêcheurs n'avaient plus de futur parce que, bien entendu, ils ont surpêché. Nous avons installé plusieurs projets, mais j'aimerais bien mentionner un projet. C'est le projet où on a décidé qu'on ne va plus pêcher de femelles avec des œufs. C'est normal, non? Comment est-il possible que nous pêchons des... En plus, on mange du caviar. C'est incroyable, je ne comprends pas du tout. Ce matin, j'étais dans une réunion à l'Union européenne, et je leur ai attaqué avec leur politique de la pêche, c'est qu'on ne pêche que le petit. Non, 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 on ne peut pas toucher les femelles avec des œufs. Touche pas. Il faut pêcher les mâles. Ça ne sert à rien, les mâles. Pas les pêcheurs. Ah oui, parce qu'un est capable quand même de mettre ce qu'il faut mettre pour des milliers. Alors dans ce cas-là, nous avons aujourd'hui, autour de notre île, nous avons 10 fois plus de densité de poissons que la moyenne pour l'Espagne. La moyenne. Avec 4 heures de pêche par jour, les pêcheurs de la ville Restinga, ils gagnent 40 000 € par an. Qui est payé 40 000 € par an? Certainement pas comme instituteur. Aujourd'hui, on paie plus. Mais pour un pêcheur, c'est ça ce qu'il faut. C'est-à-dire l'abondance de la nature est naturelle. Et une fois que vous avez les pêches, les femelles avec les œufs, nous avons aujourd'hui des grands-mères. Vous savez, une grand-mère pêche, elle a 30 à 40 millions d'œufs par an. Et la petite 5 ans, elle a 2000, 3000. Ça n'a pas de sens de pêcher les grands. Il faut les laisser. Et une fois qu'on commence, la vie continue. Alors, encore? C'est fini déjà. Je pense que vous nous avez donné beaucoup de votre temps, de votre énergie, surtout de l'envie à entreprendre autant de graines qui ont été semées aujourd'hui parmi celles qui germent déjà. Et donc le souhait, c'est que demain, effectivement, on débarrasse non seulement l'auditoire, mais le campus du plastique. C'est une décision qui pourrait être prise en CPPT ce lundi. Et donc, je propose de vous remercier chaleureusement par vos applaudissements.